courbe rouge, ce sont les importations suédoises. Elles sont, comme on le voit sur longue période, continuellement inférieures aux exportations, ce qui témoigne d'un taux de change externe de la couronne parfaitement adapté à la compétitivité de l'économie suédoise. Un pays qui exporte davantage qu'il n'importe est un pays forcément compétitif. Deuxièmement, comme on le voit, grâce à cette politique très dynamique prise par la Banque centrale de Suède, qui a laissé se déprécier profondément sa monnaie par rapport à l'euro et par rapport au dollar, eh bien, la crise qui menaçait, et vous avez vu comment le PIB suédois s'était brutalement effondré du fait de sa dépendance vis-à-vis des exportations notamment, eh bien, d'un seul coup, la crise a été surmontée, et ce que l'on remarque, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les exportations suédoises ont retrouvé fin 2010 leur niveau record atteint début 2008, c'est-à-dire au moment du commencement de la crise. C'est ce qui explique ce que j'exposais tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement le taux de croissance a été très fort en 2010 et en 2011, mais même exceptionnellement élevé puisqu'il a atteint à la fin de l'année 2010, pendant les 2 derniers trimestres, des taux de croissance de nature asiatique, c'est-à-dire avec plus 7% par an. Et ceci grâce à quoi ? Ceci grâce à une gestion dynamique de la politique de change, de la politique de la monnaie suédoise. Maintenant, comparons ceci avec la situation de la France. C'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi en France ça n'est pas pareil. Eh bien, en France, nous avons ici la courbe rouge, ce sont les importations, et la courbe bleue, ce sont les exportations. Comme on le voit tout de suite, les importations françaises sont continuellement supérieures aux exportations sur la période, et non seulement continuellement supérieures, mais de façon croissante. C'est-à-dire que la courbe de tendance montre que les importations croissent nettement plus vite que les exportations. C'est très grave, parce que ça veut dire que le taux de change externe de l'euro est totalement inadapté à la compétitivité de l'économie française. Et si nous exportons d'ailleurs un petit peu plus, bien sûr, mais si le différentiel ne cesse de s'accroître, c'est aussi dû au fait que nous avons une perte d'emplois industriels en France et donc une perte de part de marché de notre industrie. Ce qu'il est également intéressant de regarder dans ce graphique, c'est de comparer avec le graphique précédent de la Suède, la France n'ayant pas sa propre monnaie, n'ayant pas sa politique de change, n'ayant pas sa politique monétaire, est donc obligée de subir l'euro dont le taux de change est trop élevé sur les marchés internationaux. Le résultat, c'est donc que la crise est intervenue en France et que nous nous en remettons lentement, très lentement, puisque l'on voit que fin 2010, les exportations françaises sont encore inférieures de 10,5% au sommet qu'elles avaient atteint en 2008. Donc on voit bien ici que la pénalisation que représente l'euro pour l'économie française, alors que si la France avait, comme la Suède, sa propre monnaie, la France aurait pu laisser se déprécier pendant quelques mois le franc et aurait pu ainsi redynamiser son économie et notamment ses exportations. Alors, ce point est important à comprendre parce que c'est ici le cœur même. Je sais que c'est un petit peu compliqué, c'est un peu de l'économie, mais de la vraie. Ça permet de comprendre le drame que vit en ce moment l'industrie française. Ça, c'est l'évolution du commerce extérieur français sur une longue période, sur toutes les années 2000. Du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2010. Nous avons ici l'évolution du taux de change de l'euro, qui, comme vous le voyez, a été inférieur à 1 euro pour 0,90 $ entre 2000 et 2002. Le 1 euro valait à peu près $1 aux alentours de l'été 2002. Et puis ensuite, l'euro est monté jusqu'à atteindre des sommets à 1,65 $. Et actuellement, nous sommes dans des zones où l'euro vaut aux alentours de 1,35 $. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est de comparer l'évolution du taux de change de l'euro à l'évolution du commerce extérieur de la France sur la même période, avec toujours la courbe rouge qui sont les exportations et la courbe bleue qui sont les importations. Et comme vous le voyez ici, nous avons, avec un décalage de 9 mois qui est habituel parce qu'il y a toujours 9 mois pour passer les commandes, on s'aperçoit qu'au cours de toute cette décennie 2000-2010, la seule période pendant laquelle le commerce extérieur français a été globalement équilibré, c'est-à-dire que les courbes bleues et rouges ont été à peu près identiques,
Cette seule période correspond exactement, avec le délai habituel de répercussion d'environ 9 mois, à la période où le taux de change de l'euro a été inférieur ou égal à la parité 1 euro pour 1 dollar. Alors là, je mets au défi quiconque, M. Attali par exemple, que je mets au défi de rencontrer sur TF1. Je le mets au défi que nous comparions ça devant l'ensemble des téléspectateurs, parce que nous avons ici ce qui explique la destruction de l'économie française. Avec un taux de change de 1 euro pour 1 dollar ou inférieur, nous avons un commerce extérieur globalement équilibré. Ça veut dire que l'économie française et l'industrie française est à peu près compétitive. En revanche, avec un taux de change de l'euro qui est très supérieur, qui est aux alentours de 1,20, 1,30, 1,40 dollars, eh bien tout simplement, nous voyons nos importations augmenter et nous voyons notre industrie fuir le pays. Il n'y a pas que François Asselineau qui dit ça. Il y a d'autres personnes qui le disent, et non des moindres. Actuellement, 1 euro égale 1,35 à 1,40 dollars. Le taux de change de compétitivité de l'industrie française est de l'ordre de 1 euro pour 1 dollar. L'euro est d'environ 35 à 40% trop cher pour l'économie française. Je dis bien pour l'économie française. Parce que nous n'avons pas la même compétitivité externe que l'économie allemande. L'économie allemande a une meilleure compétitivité intrinsèque. Et je connais le discours, bien entendu, d'un certain nombre d'européistes qui disent « Mais regardez l'Allemagne, on n'a qu'à faire comme l'Allemagne. » Ah oui, c'est facile, il n'y a qu'à faucon. Il n'y a qu'à faire comme l'Allemagne, il n'y a qu'à faire comme l'Allemagne. Mais ce n'est pas en disant « il n'y a qu'à faire comme l'Allemagne » qu'on deviendra comme les Allemands. Il faut tenir compte des réalités. La politique et la politique économique doivent se fonder sur les réalités et non pas sur des fantasmes. L'euro est d'environ 35 à 40% trop cher pour l'économie française. L'euro cher est en train de détruire l'industrie française et également de mettre à mal l'agriculture et les services. Je rappelle que du 25 juillet 2008 au 4 mars 2009, les autorités suédoises ont justement laissé la couronne suédoise se déprécier de moins 34% par rapport au dollar. C'est-à-dire que les Suédois ont fait exactement ce qu'aurait dû faire la France, laisser se déprécier notre monnaie pendant quelques mois d'environ 34% par rapport au dollar. Alors quand je dis que je ne suis pas le seul à le dire, ben oui, je ne suis pas le seul, parce qu'on ne porte pas suffisamment attention à ce que disent les grands patrons. En voici un qui s'appelle Louis Gallois, le président de ADS qui fabrique Airbus. Dans le Figaro du 27 mars 2008, Louis Gallois a écrit dans une interview, une baisse du dollar de 10 cents fait perdre 1 milliard d'euros à Airbus. L'euro, à son niveau actuel, est en train d'asphyxier une bonne partie de l'industrie européenne en laminant ses marges à l'exportation. Si cela continue, l'industrie européenne fuira l'Europe. Eh bien, cela a continué et cela continue. Nous avons donc affaire à un véritable drame national qui se passe dans l'indifférence de nos élites, de nos responsables, comment dirais-je, politiques, économiques et médiatiques, qui refusent de comprendre que l'euro est en train de détruire toute l'industrie française, d'autant plus que nous, avec les procédures dites de mondialisation et de déréglementation des obstacles aux échanges de capitaux, de marchandises et de services, eh bien, c'est la porte ouverte aux délocalisations. Ça n'est pas François Asselineau qui le dit, c'est Louis Gallois, le président de ADS, et il sait de quoi il parle. Dans la région toulousaine, une grande entreprise comme Latécoère, qui était un sous-traitant d'Airbus, a été obligée de délocaliser des milliers d'emplois, notamment dans les pays du Maghreb ou ailleurs, c'est-à-dire en zone hors euro. L'euro est en train de détruire l'aéronautique française. C'est un point qui est capital à comprendre. Alors ça n'est pas tout, parce que certains d'entre vous vont dire « Oui, mais c'est bien gentil de laisser se déprécier une monnaie, mais alors après ça, on va payer le pétrole très très cher, les biens d'importation très très chers, etc. » Bien sûr que si on laisse se déprécier une monnaie, les importations deviennent plus chères. Bon, c'est pas forcément plus mal, d'ailleurs, dans un certain nombre de cas. Mais regardez ce qu'a fait la Suède. Regardez ce qu'a fait la Suède, parce qu'après avoir laissé se déprécier considérablement sa monnaie par rapport au dollar, je l'ai montré tout à l'heure, jusqu'en mars 2009. Ensuite, et depuis que la Suède a retrouvé un chemin de croissance très important, elle est tout simplement revenue à une politique monétaire plus sévère. Alors si je veux le présenter d'une façon un petit peu grand public,
un petit peu humoristique, mais qui est une façon que je crois très pertinente de présenter l'économie. Il faut comparer ça à une voiture. Une voiture, pour moi, la Suède, eh bien, c'est une voiture avec un moteur HDI. Elle arrive, elle se porte bien, elle roule en cinquième. Et puis arrive d'un seul coup la crise économique. Et quand la crise économique, c'est un peu comparable à, en fait, une forte montée. Face à une forte montée, vous savez ce qu'il faut faire avec une voiture, il faut rétrograder et il faut consommer beaucoup plus d'essence au kilomètre. Eh bien là, c'est la même chose. Face à la crise, il a fallu que l'économie suédoise rétrograde en laissant se déprécier sa monnaie et donc en dépréciant, en consommant rapidement, si j'ose dire, ses richesses. Elle est passée, si j'ose dire, en seconde puis en première, en laissant se déprécier la couronne suédoise d'environ 34% par rapport au dollar. Et puis une fois que la crise est surmontée, d'un seul coup qu'elle a redynamisé ses exportations et donc le taux de croissance du PIB du pays, eh bien progressivement elle a pu repasser en troisième, puis en quatrième, et enfin revenir désormais en cinquième, avec d'ailleurs un taux de change de la couronne suédoise qui désormais est redevenu à peu près au même niveau qu'avant cet épisode de crise, et même un petit peu mieux. Elle a assuré la reprise économique. Les mots ont du sens. On parle de reprise économique comme on parle d'un moteur qui a de la reprise. Alors, sur ce graphique, on a un graphique intéressant puisqu'il reprend l'évolution du taux de change de l'euro vis-à-vis de la couronne suédoise depuis la création de l'euro au cours des 12 dernières années, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1999 lorsque l'euro a été créé sur les marchés financiers et interbancaires, et donc jusqu'au 27 décembre de l'année dernière. Qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, on remarque en fait une très grande stabilité sur 12 ans. Une très grande stabilité aux alentours de 9,2, 9,3 couronnes pour 1 euro. Ici, c'est la date du 14 septembre 2003 avec le rejet de l'euro par référendum. Comme je l'ai montré dans cette conférence, on a eu une dépréciation de l'euro. Mais vous voyez que c'est une dépréciation légère si on le rapporte à l'ensemble des 12 années. Ce qui a été plus notable, c'est ce qui s'est passé et dont je viens de parler, le début de la crise financière et économique mondiale à partir de 2008. Et comme vous le voyez, eh bien, la Suède a géré de façon tout à fait dynamique ce passage de la crise. Depuis la création de l'euro, la couronne suédoise a été gérée de façon dynamique dans l'intérêt de l'économie suédoise. En particulier, donc, sur cette période 2008-2009, la couronne suédoise s'est d'abord dépréciée de 17%, donc une augmentation du taux de change de l'euro par rapport à la couronne suédoise. Et ensuite, la couronne suédoise s'est réappréciée de 23%, donc le taux de change de l'euro a baissé. Et donc, vous voyez que la couronne suédoise a retrouvé un niveau inférieur à ce qu'il était avant le début de la crise. Enfin, l'euro a trouvé un niveau inférieur par rapport à la couronne suédoise à ce qu'il était avant le début de la crise. Donc au total, du 1er janvier 1999 au 27 décembre 2010, sur les 12 années, l'euro s'est déprécié de moins 5,3% par rapport à la couronne suédoise. Voilà, précision, ces tableaux, ce n'est pas moi qui les ai bâtis, ce sont des tableaux qui sont disponibles sur les sites internet appropriés et que tout un chacun peut aller chercher. Alors, eh bien, pour reprendre mon image de la voiture, nous pouvons comprendre un peu maintenant ce que c'est que l'économie. Oh, certes, c'est une métaphore que je prends, mais elle est assez profonde, je crois. L'économie suédoise, c'est comme une voiture nerveuse, dotée d'un moteur HDI. Elle a de la reprise. Elle a de la reprise, c'est-à-dire lorsqu'il y a une crise, eh bien, elle sait rétrograder, elle sait déprécier sa monnaie, franchir l'obstacle, puis ensuite, eh bien, resserrer la politique monétaire et donc, faire regagner le terrain perdu à sa monnaie, le temps qu'elle a utilisé pour relancer l'économie. En revanche, l'économie de l'euro, c'est comme une belle américaine. L'économie de la zone euro, c'est comme une voiture sans aucune reprise, qui continue à rouler en cinquième devant une forte route de montagne. Elle ne s'est pas rétrogradée, elle n'a pas de politique de change externe, et donc qu'est-ce que fait une voiture qui roule en cinquième alors que d'un seul coup on a une pente de 12%, eh bien elle cale.
L'euro, en fait, c'est un fantasme. C'est un fantasme de volonté d'imiter les États-Unis. L'euro, c'est une belle américaine. Une belle américaine, et vous savez ce que c'est qu'une belle américaine? Eh bien, c'est un veau. Eh ben oui, c'est pas les Français qui sont des veaux, c'est l'euro. L'euro qui est un veau, ça fait penser à ce film, vous vous rappelez des années 60 de Robert Derry, La belle américaine pour rire à la française. Vous savez comment ça se termine, les belles américaines? Ça épate la galerie, mais ça se termine toujours chez le garagiste, parce qu'en fait, ça ne tient pas la distance. Le bilan du rejet de l'euro par la Suède. Le bilan du rejet de l'euro par la Suède. Depuis que la Suède a refusé de rejoindre l'euro, le taux de croissance de l'économie suédoise, j'en ai parlé tout à l'heure, a été en moyenne 85% supérieur à celui du reste de la zone euro, ce qui n'était pas le cas auparavant. Deuxièmement, ce bilan est rendu plus impressionnant encore par les faits suivants. Premièrement, on bénéficie d'une période d'observation suffisamment longue, 12 années, ça n'est pas rien, pour être certain que ces bons résultats ne relèvent pas d'un miraculeux hasard de conjoncture. Deuxièmement, non seulement le taux de croissance a été nettement supérieur à celui de la zone euro, mais les performances ont été également très satisfaisantes en matière de pouvoir d'achat, en matière d'inflation, d'investissements internationaux, de commerce extérieur et de finances publiques. Donc en réalité, les prophéties apocalyptiques n'étaient que des mensonges et hontés. C'était des mensonges. Eh bien voilà, autant le dire et le reconnaître. C'est d'autant plus des mensonges qu'il faut rappeler ici la comparaison du poids des dépenses publiques selon les États en fonction du ratio des prélèvements obligatoires sur le PIB. Ce ne sont pas des statistiques Asselineau, ce sont des statistiques Eurostat, l'organisme officiel de statistiques de l'Union européenne elle-même. Les statistiques d'Eurostat de 2005 montrent que la Suède est la championne du monde pour le poids des dépenses publiques dans le PIB, avec en 2005 52,1% du PIB en dépenses publiques, alors que la France, vous connaissez le discours où l'on ne cesse de culpabiliser les Français sur le poids des dépenses publiques, mais la France était à 45,8%. Je signale d'ailleurs que la Suède était talonnée par le Danemark, 51,2%, qui se porte également bien et qui est aussi le pays qui a refusé l'euro. Donc ce n'est pas quelque chose de conjoncturel, ce dont on parle. On parle de quelque chose de tout à fait structurel. Le cas de la Suède, comme celui du Danemark, qui a également refusé l'euro, dément totalement la pensée unique contemporaine qui affirme que la croissance ne pourrait découler que d'une baisse du poids des dépenses publiques et du rôle de l'État dans l'économie. C'est faux. La Suède et le Danemark sont là pour montrer que c'est faux. En bref, le succès économique suédois, mais aussi celui du Danemark ou de la Norvège, et le marasme de la zone euro prouvent la fausseté absolue des politiques publiques conduites en Europe, excusez-moi, mais depuis un quart de siècle, qui sont toutes fondées sur l'idéologie ultralibérale de la construction européenne et du moins d'État, et qui sont toutes oublieuses de la pensée économique keynésienne. Nous en arrivons à notre troisième et dernier chapitre. J'ai beaucoup parlé de la Suède, mais ça valait le coup. Et puis surtout, comme vous l'avez vu, j'ai comparé la Suède à la zone euro et à la France. Parce que c'est justement cette comparaison qui permet de mieux faire ressortir les problèmes pour la France. Mais quels en sont les enseignements tirés pour la France et par nos responsables? Alors écoutez, excusez-moi de le dire, mais figurez-vous que le modèle suédois, les élites françaises n'ont que ceci à la bouche. Et regardez ce que l'on a vu se défiler au moment de la présidentielle de 2007. Le 4 juillet 2006, Madame Ségolène Royal, candidate à l'Élysée, a fait le voyage de Stockholm pour venir vanter le modèle suédois. Elle a été reçue, comme on le voit donc le 4 juillet 2006, par le fameux Premier ministre, M. Göran Persson, celui-là même qui avait monopolisé les pouvoirs de l'État pour vendre le oui aux Suédois, qui avait ensuite sauté sur le brancard de la ministre des Affaires étrangères mourante pour essayer de pousser pour le vote oui, et qui, une fois que 57% des Suédois avaient voté non, s'est maintenu au pouvoir en disant « je le ferai quand même ». Eh bien, c'est ce monsieur que Madame Royal est allée voir par solidarité socialiste
puisqu'il est social-démocrate, par solidarité socialiste, elle est allée voir M. Göran Persson pour essayer de se faire mousser. Vous parlez d'un modèle. Et qu'est-ce que Madame Royal a vu de ce voyage en Suède? La présidente de Poitou-Charentes a vanté le modèle suédois devant les caméras. En fait, les caméras et les micros, c'était des trucs français, France Inter, Europe 1, etc. Pensez bien que les Suédois s'en fichaient royalement, si j'ose dire, de ces golems. Donc la présidente de Poitou-Charentes, elle a passé moins de 48 heures sur place avec les micros et caméras. Elle a vanté le modèle suédois. Elle a indiqué qu'elle voulait s'en inspirer si elle était élue à l'Élysée. Très bien. Elle a cité en exemple le dialogue social chez Ericsson. Elle a osé citer en exemple le modèle social d'Ericsson, dont le directeur général, M. Svanberg, avait menacé l'ensemble de la population suédoise de supprimer 15 000 emplois s'ils votaient mal. Voilà décidément quels sont les modèles de Madame Royal, la socialiste Madame Royal, c'est-à-dire un escroc qui était Premier ministre et quelqu'un qui voulait influer sur le vote démocratique des Suédois en faisant du chantage à l'emploi. Mais ça n'est pas tout, parce que Madame Royal a affirmé que la réussite suédoise venait du très fort taux de syndicalisation. Ben oui, vous vous rappelez, je vous ai dit, le syndicat Hello, il y a 2 millions de syndiqués, ce qui veut dire que pour la France, ça serait à peu près l'équivalent de 12 à 13 millions de syndiqués. Mais ce syndicat Hello est un syndicat jaune, c'est-à-dire qu'il est un syndicat qui travaille main dans la main avec les syndicats patronaux. Et donc, elle a affirmé que la réussite suédoise venait du fort taux de syndicalisation, et elle a donc laissé entendre que si elle était élue à l'Élysée, elle redresserait la France en forçant les Français à se syndiquer. Évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est que pendant son déplacement en Suède, Madame Royal n'a pas dit un mot sur les questions monétaires. Il semble qu'elle ne sache pas que la Suède soit un pays qui a conservé sa propre monnaie. Alors ça, c'était Madame Royal, mais figurez-vous qu'il n'était pas question que les autres soient en reste. Parce que le 25 avril 2007, c'est Nicolas Sarkozy, candidat à l'Élysée, qui intervient sur TF1 et qui intervient pour vanter à son tour le modèle suédois. Le candidat de l'UMP à l'élection présidentielle a voulu lui aussi tirer à lui la couverture suédoise. Alors comme M. Sarkozy n'est pas d'un caractère à faire dans la dentelle, on le sait, il en a profité pour faire main basse sur 5 modèles à la fois. Il s'est indigné sur TF1, c'était en pleine campagne présidentielle, que la France n'ait pas un taux de chômage aussi bas que celui de la Suède et que ceux du Danemark, de l'Irlande, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. Et il nous a fait le scénario habituel, c'est-à-dire poser une question indignée. Si ces pays peuvent y arriver, pourquoi pas nous? Ça, c'est la rhétorique habituelle de M. Sarkozy qui consiste à poser des questions au lieu d'annoncer un programme précis. On notera au passage que parmi les 5 modèles retenus qu'il vantait aux Français, il y avait quand même les 3 États de l'Union européenne ayant rejeté l'euro, c'est-à-dire le Danemark, la Suède et la Grande-Bretagne. Quant à l'Irlande, si elle avait un faible taux de chômage à l'époque, c'était grâce au versement des fonds structurels européens payés par les Allemands et les Français. Et l'Espagne également un petit peu les reliquats des fonds structurels. Et naturellement, M. Sarkozy n'a pas dit un mot à cette occasion sur les questions monétaires et sur l'euro. Et puis figurez-vous qu'il y a eu les élections, que M. Sarkozy a été élu et qu'il a nommé un Premier ministre. Si, je vous assure, on a un Premier ministre en France. Il s'appelle M. Fillon. Le 23 novembre 2007, M. Fillon, Premier ministre français, a fait à son tour le voyage de Stockholm pour y vanter le modèle suédois. Il a été reçu à la Stockholm School of Economics le 23 novembre 2007. Devant cette école des sciences économiques de Stockholm, il a réussi vraiment un tour de force. Mais vraiment, il faut vous dire chapeau. Il a prononcé un discours fleuve, que vous trouverez d'ailleurs sur Internet, sur les questions européennes et les situations économiques comparées de la France et de la Suède. Devant donc ce public suédois réuni à l'école des sciences économiques de Stockholm,
il a exalté les réussites suédoises. Naturellement, il s'est lamenté des échecs français, puisque l'un des sports favoris des dirigeants français, de quelque bord qu'ils soient, est de parcourir la planète pour expliquer que nous sommes nuls de chez nuls, que les Français sont les plus nuls qu'ils soient. Hein, c'est désormais devenu une espèce d'exercice obligé, c'est que tous nos dirigeants parcourent la planète entière pour dire à quel point la France est nulle. Donc c'est ce qu'il a fait. Il est allé à Stockholm pour dire vous êtes formidables et nous sommes des nuls. Mais le plus extraordinaire de tout ceci, c'est qu'il a affirmé qu'un langage de franchise est aujourd'hui une des conditions du rétablissement de la confiance. Jusque-là, on peut être d'accord. C'est en tout cas ce que nous essayons de faire à l'UPR. Toujours un langage de vérité et de franchise, parce que nous n'en sortirons pas si on garde la langue de bois. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'après avoir dit ceci, M. Fillon a fait un discours qui est un tour de force, puisque dans son discours, il n'a jamais prononcé une seule fois le mot monnaie, le mot euro, le mot couronne suédoise, le mot banque centrale, le mot taux d'intérêt et le mot politique monétaire. Il faut quand même le faire quand on va parler devant l'école des sciences économiques, qu'on vient vanter les réussites économiques de la Suède et expliquer que l'économie française est une catastrophe, avoir fait un discours de cette nature sans jamais avoir évoqué, si peu que ce soit, la question monétaire qui est au cœur du problème. Le résultat, c'est que voilà comment se comportent les élites françaises, enfin les élites, les responsables que nous imposent les médias. En 2003, les Suédois ont rejeté quoi? Eh bien, pour Madame Royal, j'entends pas. Pour Monsieur Fillon, je vois pas. Et pour Monsieur Sarkozy, je dis pas. Alors en 2010, la crise de plus en plus manifeste de la monnaie unique européenne, crise en Grèce, crise au Portugal, crise en Irlande, crise latente en Espagne, crise latente en Italie, eh bien la crise est de plus en plus manifeste de la monnaie unique européenne. Et donc ça amène les Français à s'interroger sur la sortie de l'euro. Ça amène également quelques démagogues comme Madame Le Pen qui d'un seul coup veut sortir de l'euro, alors que le Front National, aux élections européennes de juin 2009, ne proposait absolument pas de sortir de l'euro. Je rappelle au passage que l'UPR s'est créé le 25 mars 2007, donc il y a 4 ans, justement pour sortir de l'euro et de l'Union européenne, et que nous, à la différence de tous les autres mouvements politiques, nous disons, nous écrivons, nous analysons toujours les mêmes choses depuis notre création. Mais naturellement, l'évolution de l'opinion publique agace, irrite, inquiète les européistes. Et donc comment faire? Eh bien comment faire? C'est la grande campagne d'intimidation qui va apparaître. Les Français sont la cible, depuis l'été 2010, d'une campagne d'épouvante par l'hypermédiatisation d'un économiste néerlandais totalement inconnu qui s'appelle M. Mark Cliff, ici présent, voilà sa photo, et qui d'un seul coup a fait l'objet de plein d'articles de journaux dans la presse française. On croirait un petit peu, vous vous rappelez, la façon dont on a terrorisé les Suédois avec le psychologue M. Montgomery, ou bien en leur disant, avec M. Svanberg qui annonçait un effondrement de la couronne suédoise, etc. Donc depuis l'été 2010, les Français sont la cible de cette campagne d'épouvante. Le 15 juillet 2010, c'est le magazine Courrier International qui a titré, je le montrais tout à l'heure, « Faire éclater la zone euro, ce serait le chaos ». Avec, pour résumer, une banque néerlandaise a tenté de quantifier les effets d'un démantèlement de l'union économique et monétaire. Ces conclusions sont alarmantes. Vous notez qu'au passage, il n'y a aucun raisonnement là-dedans. Le 23 juillet 2010, le magazine Le Point a publié à son tour la même étude de M. Cliff de la banque ING, qui décidément a fait vraiment un succès considérable, sous l'intitulé « Sortir de l'euro, le rapport qui fait peur ». Avec, pour résumer, l'éclatement de la zone euro aurait un impact très grave sur toute l'économie européenne, selon un rapport réalisé par un économiste de chez ING. Et puis, le 20 décembre 2010, le Figaro
de M. Serge Dassault, publie à son tour toujours la même étude de M. Cliff de la banque ING sous l'intitulé « Fin de l'euro, le scénario impensable pour la France ». Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de ça? On va étudier ensemble un petit peu, comment dirais-je, un cas clinique de manipulation de l'opinion et de désinformation. Avouez que ça vaut le coup quand même. Premièrement, on parle toujours d'une seule et même étude. Deuxièmement, c'est une simulation qui repose, vous savez, quand on fait tourner un modèle informatique, ça repose sur des simulations. Il y a rien de mystérieux à tout ça. Donc cet économiste a fait des présupposés. Il a présupposé que la Grèce sortait de la zone euro. Il a présupposé qu'il y aurait une désintégration de l'euro et un retour aux monnaies nationales. Il a bien précisé qu'il ne voulait pas évaluer la probabilité de ces événements. Il a essayé d'imaginer leur impact par rapport au scénario de référence où l'euro serait maintenu au prix d'une austérité fiscale. Mais en réalité, quand on va regarder d'un petit peu plus près l'étude, l'auteur a conclu prudemment que les conséquences d'une sortie de l'euro étaient incertaines. Il n'y a pas besoin d'être économiste pour sortir ça, franchement. Il n'entre pas du tout dans le débat, la sortie de l'euro serait-elle bénéfique à long terme? Il y a d'ailleurs eu des agences financières qui, elles, ou des gérants de portefeuille qui, elles, ont conseillé, ont dit qu'il faudrait que la Grèce ou que le Portugal ou que l'Espagne sortent rapidement de l'euro, que ce serait très bénéfique pour elles. Naturellement, la presse française a fait silence sur ces autres informations. Et enfin, M. Cliff s'est contenté de souligner que les coûts seraient, selon lui, importants à court terme en raison du choc que cela représente. Mais encore une fois, il s'agit d'un économiste néerlandais qui, avec beaucoup de prudence, a essayé de faire des évaluations. Alors tout ceci a été repris, remouliné par les médias français pour en faire ce que nous avons vu ici, par exemple, sur le site internet du Figaro, fin de l'euro, le scénario impensable pour la France, le choc d'une sortie de l'euro, moins 10% baisse du PIB sur 3 ans, 13,8% de chômage, 1,75 € le prix du litre d'essence. Alors c'est un faux grossier. C'est un faux grossier qu'on va examiner ensemble. Le faux grossier du 20 décembre 2010 du Figaro. D'abord, 1,75 € le prix du litre d'essence. On remarquera, c'est un peu amusant, c'est que le scénario présente une sortie de l'euro qui présente le prix de l'essence en euros. Alors il faudrait quand même savoir, si on est sorti de l'euro, est-ce que les prix sont encore en euros? Enfin bon, on ne va pas s'arrêter à ce petit détail. Deuxièmement, qu'est-ce que ça signifie le prix du litre d'essence? En décembre 2010, on notait en France que le prix du super sans-plomb 98 évoluait entre 1,39 et 1,49 €. Ça, c'était les prix moyens en décembre 2010. Le sans-plomb 95 entre 1,36 et 1,45. Le diesel plus entre 1,26 et 1,35. Et le diesel entre 1,18 et 1,27. Donc déjà, de quel prix parle-t-on? Ça ne veut rien dire, un prix du litre d'essence. Deuxièmement, en février 2010, le prix du sans-plomb 95, qui est l'un des plus consommés en France, était en moyenne de l'ordre de 1,30 €, donc il y a un an. Ce prix se décomposait en 0,36 € pour le coût de l'essence, le prix brut. Quand on paye 1,30 € le prix du sans-plomb 95, il y a en fait seulement 0,36 € qui correspond à l'essence proprement dite. Il y avait 2 centimes pour la marge de raffinage, 9 centimes pour la marge de distribution, 61 centimes pour ce que l'on appelle la TIPP, la taxe sur les produits pétroliers, qui est une taxe fixe qui ne dépend pas du prix d'achat. Et enfin, 22 centimes d'euros pour la TVA. Alors, ça c'est très intéressant à regarder d'un petit peu plus près. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si l'on suppose que par extraordinaire, le taux de change du dollar par rapport au franc grimpe de 30% par rapport au taux de change du dollar par rapport à l'euro. Il faut rappeler que la couronne suédoise a grimpé face à l'euro après le référendum du 14 septembre 2003. Donc tout ceci ne va pas de soi. Mais imaginons, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, que l'euro se déprécie, que le franc, nouvellement créé, se déprécie d'environ 30% par rapport au dollar. Eh bien, imaginons ceci. On aurait quoi comme prix du litre d'essence? Le prix à la pompe du sans-plomb 95 deviendrait 0,468 € pour le coût de l'essence,
c'est-à-dire 0,36 par 1,3, 30% de plus, puisque c'est exprimé en dollars. La marge de raffinage deviendrait de 2,6 centimes d'euros au lieu de 2. La marge de distribution deviendrait 11,7 centimes d'euros au lieu de 9. En revanche, la TIPP, qui est fixe, resterait à 0,61 €. Et ça donnerait donc un prix de 1,22 € avant TVA. Soit, après TVA, un prix de 1,46 €. En d'autres termes, partant d'un samplon 95 à 1,30, une baisse du franc par rapport au dollar de 30% aboutirait au fait qu'on passerait de 1,30 à 1,46 €. Donc d'où sort ce 1,75 €? Il sort de nulle part. J'ai essayé de voir comment on pourrait avoir un samplon 95 à 1,75 €. C'est tout simple. Il faut faire le calcul dans l'autre sens et sans vouloir vous abuser de votre patience, il faut savoir qu'il faudrait en gros que le franc perde 45% de sa valeur, c'est-à-dire pratiquement la moitié de sa valeur par rapport au dollar. À ce moment-là, on aurait un samplon 95 qui passerait de 1,30 à 1,74 € en effet. Donc, ce que ne dit pas ce prétendu scénario, c'est que pour avoir un taux de prix du litre d'essence à 1,75 €, il faut en fait anticiper que la nouvelle monnaie française, que le franc, perdrait pratiquement la moitié de sa valeur par rapport au dollar. Ce serait du sans précédent dans l'histoire mondiale. On va quand même raisonner par l'absurde. Aucun économiste sérieux ne peut imaginer que le franc nouvellement créé perde près de la moitié de sa valeur en quelques semaines. Les exemples montrent qu'une dépréciation de 20 à 25% en quelques mois sont déjà rares, peut-être même jusqu'à 30 ou 35%, on l'a vu dans le cas de la Suède, mais ça a été géré de façon extrêmement précise et pendant quelques mois. Mais un taux de 45 à 50% ne serait du jamais vu. Mais même, acceptons cette idée, même en raisonnant par l'absurde et même en supposant que le franc perde plus de 45% de sa valeur en dollars par rapport à sa contrepartie en euros. Les conséquences, ce serait quoi? Ce serait facile à deviner. Premièrement, le coût des marchandises et des services fabriqués en France deviendrait soudain moitié moins cher pour les étrangers. De même que les biens immobiliers, industriels ou commerciaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'ensuivrait une fantastique compétitivité de l'économie française, les produits et les services produits en France et une flambée de nos exportations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça amènerait les entreprises présentes en France à augmenter considérablement leur production destinée à l'exportation, à embaucher. On verrait d'un seul coup le moteur de l'exportation redynamiser considérablement l'économie française. Et on assisterait au total à un accroissement phénoménal du PNB. C'est d'ailleurs exactement le scénario qui s'est passé, je l'ai décrit tout à l'heure, avec la Suède. Donc vous voyez bien à quel point ceci est incompatible. Parce que le même désinformation du Figaro prétend que le prix de l'essence pourrait monter à 1,75 avec une baisse du PIB de 10%. On ne peut pas avoir l'un et l'autre. C'est incompatible. Pour qu'on ait un prix du litre d'essence à 1,75 €, il faudrait que le franc, nouvellement créé, perde 45% de sa valeur par rapport au dollar. Et dans ces conditions, à ce moment-là, on aurait une formidable augmentation du PIB de la France et non pas une diminution. Ce scénario est impossible car économiquement contradictoire. Donc c'est ça qui est important et c'est là-dessus qu'on va terminer. Le scénario présenté par le Figaro est absurde sous quelque angle qu'on l'examine. D'une part, il est exclu qu'une nouvelle monnaie française changée à parité avec l'euro perde la moitié de sa valeur en quelques mois. Non seulement tous les exemples historiques comparables montrent qu'un tel scénario est totalement improbable, mais il n'y aurait en outre aucune raison de fond pour qu'il en soit ainsi. Le changement de monnaie n'influera en rien en tant que tel, ni sur la structure de l'appareil productif français, ni sur la qualité de sa main-d'œuvre, ni sur l'attractivité de ses produits, ni sur leur compétitivité. Alors, a fortiori pour les États contributeurs nets à l'Union européenne comme l'est la France,
Parce que lorsque la France sortira de l'Union européenne, elle récupérera une manne financière immédiate d'au moins 7 à 10 milliards d'euros, dont je rappelle que l'Union populaire républicaine prévoit d'utiliser l'essentiel de cet argent à relancer un grand plan de logements sociaux, ce qui est très vertueux d'un point de vue économique, puisque c'est un mode, tout le monde le sait, un mode de relance de la croissance qui est très riche en emplois et qui est peu consommateur en général en importation. On ne voit d'ailleurs pas non plus pour quelles raisons les acheteurs étrangers refuseraient d'acheter en francs les mêmes produits français qu'ils achètent en euros et à une valeur comparable. Et puis d'autre part, et même en supposant que la nouvelle monnaie perde la moitié de sa valeur par rapport à l'euro, eh bien, comme je l'ai dit, cela provoquerait une formidable croissance économique. Au total, il est exclu que l'on puisse avoir à la fois un prix de l'essence à la pompe qui s'envole et un PIB qui s'effondre. À trop vouloir faire peur, la propagande européiste perd toute crédibilité et donne tout simplement dans le grand guignol. Alors quoi? La France pourrait avoir sa propre monnaie? Maintenant, laissons de côté toutes ces analyses techniques que je vous ai présentées. C'est important de faire des analyses techniques et de montrer à tous ceux qui veulent vous faire peur à quel point ils vous mentent. Mais de temps en temps, il faut tout simplement en revenir au bon sens. Le bon sens, tout simplement. Comment peut-on imaginer que la France, qui est la 5e puissance économique du monde, ne pourrait pas avoir sa propre monnaie? On veut effrayer les Français et la France pourrait avoir sa propre monnaie, comme la Suède a conservé sa couronne, le Royaume-Uni sa livre sterling, la Suisse son franc, le Vietnam son dong, l'Algérie son dinar, l'Afrique du Sud son rand, l'Albanie son lek, l'île Maurice sa roupie, le Bangladesh son taka, l'Ukraine sa hryvnia, Singapour son dollar, le Bhoutan son ngultrum, l'Argentine son peso, le Paraguay son guarani, l'Arménie son drame, les Samoa leur tala, la Papouasie-Nouvelle-Guinée sa taka, la Corée du Sud son won, la Thaïlande son baht, le Venezuela son bolivar. Mais c'est une horreur. Voilà ce que l'on veut vous faire croire. On veut vous faire croire que la France ne serait pas capable d'avoir ce qu'ont 90% des États de la planète, c'est-à-dire leur monnaie nationale. Donc face à ça, eh bien tout simplement, riez-leur au nez. Riez au nez des propagandistes de la terreur. Ne tombez pas dans leurs panneaux. Riez au nez de M. de Montbrial. Riez au nez de M. Sarkozy, de Mme Royal, de M. Strauss-Kahn et de M. Attali. Tout ceci, ce sont des gens qui vous ont entraîné dans le mur, qui refusent de débattre avec moi, qui refusent d'ailleurs de me donner la parole dans les télévisions et dans les radios parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont tout simplement aucun argument technique sérieux à opposer à mes analyses. Alors que faire? Eh bien, que faire? C'est tout simple. Le traité de l'Union européenne nous donne la solution. Le traité de l'Union européenne comporte un article, qui est l'article 50. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. Et puis voilà, l'État membre qui se retire notifie son intention au Conseil européen. Il négocie avec les autres États les modalités de sortie. Et il a 2 ans pour ça. Puis si au bout de 2 ans ça traîne, eh ben il sort quand même. Alors il y a des gens qui disent « Oh oui, mais vous aurez des bâtons dans les roues ». Mais quel bâton dans les roues pourrait-on opposer au peuple français lorsque le peuple français aura décidé de sortir de l'Union européenne? D'abord, la première chose que l'on fera, c'est que la France arrêtera de verser l'argent à l'Union européenne. Eh bien oui, puisqu'on en sort. Donc ça facilitera les négociations. Voilà. Et puis, de façon plus générale, on suscitera un immense enthousiasme dans l'ensemble des pays d'Europe, parce que beaucoup de peuples d'Europe n'attendent qu'une seule chose, eh bien, c'est que les Français leur donnent la marche à suivre. Je répète que l'Union européenne, seule sur toute la scène politique française, l'Union européenne propose aux Français de sortir unilatéralement de l'Union européenne et de l'euro par la mise en œuvre toute simple de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Cet article qui est prévu qu'aucun responsable politique de la classe politique française admis dans les médias semble n'avoir jamais lu. Mais nous l'avons lu et nous voulons l'appliquer. En conclusion de cette conférence, je voudrais
terminer par un petit clin d'œil. Je suis un amateur de ce que l'on appelle la phaléristique, c'est-à-dire j'aime bien les monnaies et les médailles. Voilà, parce que dans les monnaies, dans les médailles surtout, eh bien, il y a toujours, le rappel d'événements historiques et le rappel de l'esprit du temps. Alors j'ai trouvé cette médaille qui est une belle illustration de ce que veut faire l'UPR. C'est une petite médaille qui a été frappée en 1848 lorsque les Français ont chassé le dernier roi, Louis-Philippe. Louis-Philippe qui s'est enfui de France déguisé en vieille dame. Alors je ne sais pas si Ben Ali a fait la même chose dans son avion, mais en tout cas, Louis-Philippe est parti d'une façon honteuse. Et alors, on a cette médaille qui montre sur l'avers, sur le côté pile, Marianne avec marqué tout sur le pourtour République française 1848. Et puis sur le revers, on a des symboles républicains, la francisque républicaine, on a un symbole maçonnique qui est celui de l'équerre, et puis on a un symbole phrygien qui est celui de la République, enfin toutes ces valeurs républicaines du milieu du XIXe siècle. Mais surtout, ce qu'il y a marqué, c'est tout autour cette très belle devise. Voilà ce qui est écrit: la France donne l'exemple aux nations. Eh bien oui, c'est ça qui s'est passé en 1848, comme en 1789, ou comme à d'autres moments de notre histoire nationale. Les peuples du monde se tournent assez spontanément vers la France pour savoir ce que font les Français. Et lorsque les Français auront décidé, souverainement, calmement, posément et résolument, de sortir de l'Union européenne et de l'euro, eh bien non seulement nous en sortirons, mais nous donnerons l'exemple aux nations, et ce sera un formidable réveil de la liberté des peuples et des nations sur l'ensemble du continent européen. Je vous remercie de votre attention.